L'alchimie est connue comme une science occulte dont l'origine remonte à la nuit des temps. Elle a toujours été entourée d'un grand mystère fait de merveilleux. La légende voudrait que ce fût Dieu lui-même qui aurait révélé ses secrets à Adam. L'alchimie est à la fois une science authentique avec ses travaux en laboratoire, un art sacré, mais aussi une philosophie, une spiritualité qui repose sur un lien unissant l'homme à l'univers, à la nature et à ses forces. L'alchimiste travaille en osmose avec la nature, il prétend percer une partie de ses mystères et en exploitant ses puissances et ses vertus, tenterait de la parachever en accélérant ses processus. Le but le plus énigmatique de l'alchimie est la fabrication de la pierre philosophale, ou grande œuvre, censée être capable de transmuter des métaux sans noblesse en or, mais aussi d'obtenir un élixir de longue vie, ou la panacée, une sorte de médicament universel. Pour ceux qui la pratiquent, l'alchimie serait aussi la transmutation de l'esprit pour un éveil spirituel. Paracelse, célèbre alchimiste du XVIe siècle, aurait d'ailleurs affirmé: nul ne peut transmuter la matière s'il ne sait transmuter lui-même. Pour arriver à la pierre philosophale ou grande œuvre, il y a deux voies alchimiques. L'une est la voie sèche, c'est le travail au creuset ou au four à haute température qui nous mènera à l'hypothétique obtention de la panacée et à la transmutation des métaux et notamment du mercure en or. L'autre est la voie humide avec des ballons ou cornus et à basse température. La voie humide comprend un important volet, la spagyrie, qui est une application alchimique pour la thérapie au moyen de différentes pharmacopées. Tout en continuant d'œuvrer pour l'obtention de la pierre philosophale, Patrice Partamian, installé près de Vienne en Isère, élève du célèbre alchimiste contemporain Armand Barbeau, développe un important travail spagyrique basé sur la quintessence des plantes et d'élixirs métalliques. Pour lui, comme pour beaucoup d'alchimistes, leurs travaux sont de véritables vocations. Généralement, ça vous arrive d'une façon assez spontanée, mais il y a un terrain, un terreau, certainement, c'est sans doute l'amour de la nature. C'est aussi l'attirance vers les choses un peu mystérieuses, peut-être vers le surnaturel. Et surtout quand on est enfant, adolescent, qu'on a l'imaginaire qui marche très très fort, certaines de ces disciplines sont des nourritures extraordinaires. Et pour ma part, c'est un peu ce qui s'est produit. La nature est beaucoup plus vieille que l'homme. Ce serait la mère, mais c'est aussi l'enfant. C'est-à-dire qu'elle dispose des qualités de l'un et des qualités de l'autre. Pour les alchimistes, tout ce que produit la nature est sacré. Chacun travaille sur un support, un métal, un minéral ou une matière. Patrice Partamian a choisi la voie des tourbes, c'est-à-dire de la terre prélevée dans une zone préservée et dans laquelle il ajoute des plantes qu'il laisse macérer des mois et des années. Ainsi se trouve accéléré le processus naturel de putréfaction et la concentration de l'énergie que les végétaux puisent dans le sol et les astres. Pour cette cueillette, la période astrologique favorable est le printemps, sous les signes zodiacaux du Bélier et du Taureau. Les plantes cueillies sont sélectionnées soigneusement. Ce sont toujours des plantes très jeunes, qui ont très peu de branchages, très peu de tiges, mais qui par contre ont un système radiculaire très profond qui leur permet de puiser dans la terre les énergies et les forces vives dont on a besoin. Cette énergie que la plante emmagasine, elle le doit indirectement au soleil et la lune jouant le rôle de miroir. Cette infusion d'énergie lunaire, c'est capital dans le transport de l'énergie dont on a besoin. C'est presque parfois un sentiment amoureux qui peut relier l'alchimiste avec la nature. La nature est prise et considérée comme un être vivant, comme parfois une personne à part entière, d'une richesse incroyable, d'une générosité sans limite. Et l'alchimiste qui passe sa vie au sein de la nature
finit par comprendre sa générosité, sa disponibilité, sa fragilité. Et c'est pour cela que chaque fois qu'un alchimiste travaille, prélève un minéral, un métal ou une plante, il doit le faire dans le plus grand respect. Le recueillement est nécessaire, et on peut appeler ça une prière intérieure qui est, selon la sensibilité de chacun, simple ou complexe, mais c'est comme si on allait retrouver une personne aimée, et alors il y a quelque chose, une émotion particulière qui arrive automatiquement. Tous ces liens font que une sorte de mariage philosophique s'installe entre la nature et l'alchimiste. La nature procure tous les éléments nécessaires aux alchimistes pour leurs travaux. Une étape incontournable est la récolte de la rosée. Cette étape se déroule au printemps. Elle a pour but de récolter une eau particulière qui va permettre de traiter toutes les matières, quelles que soient les voies alchimiques choisies. Ici, vous voyez donc les alchimistes. Vous voyez également des animaux, ce sont les signes astrologiques, et là il s'agit du printemps. Et vous voyez aussi une chose très importante, c'est cet éventail particulier qui représente, qui symbolise l'influx céleste, c'est-à-dire toute l'énergie qui descend de l'univers, du cosmos, et qui vient baigner la Terre, et conséquemment qui vient s'imprégner dans les gouttelettes de rosée. La récolte s'effectue à la pointe du jour, avant le lever du soleil. La rosée contient un sel, elle contient un feu, et c'est ce feu qui va permettre aux plantes d'être brûlées, digérées, absorbées par la tourbe. C'est elle qui va transmettre aussi sa part d'énergie très spécifique et qui contribuera à la maturation du compost. Ce procédé permet de ramasser beaucoup de rosée. On touche des mottes de terre, on ramasse de la terre essentiellement. Alors ce qu'il faut faire immédiatement après, c'est une filtration. Et ensuite on a une rosée qui est claire et limpide. Après les diverses récoltes dans la nature, c'est le passage au laboratoire. Dans chaque voie, il y a 3 étapes distinctes et à parts entières, appelées œuvres dans le langage alchimique. Dans la voie humide des tourbes, le premier œuvre, dénommé œuvre eau noire, consiste à faire putréfier de la terre et des plantes avec l'énergie contenue dans la rosée pour obtenir un dissolvant qui permet d'extraire la couleur spécifique des métaux ou teintures. Voilà 30 ans, 3 kilos de terre ont été prélevés dans la nature et au cours de toutes ces années, elles ont reçu plantes et rosée afin d'être enrichies. On arrive à une matière extrêmement noire, extrêmement riche, contenant des sels puissants qui vont permettre l'élaboration d'élixirs. L'objectif est d'aboutir à cette tourbe, à ce compost extrêmement fertile. La tourbe ayant atteint sa maturité, les élixirs métalliques peuvent être préparés. Cela commence par la séparation des eaux noires de la tourbe. Elles sont de la rosée rajoutée qui a absorbé la couleur. Après la calcination d'une certaine quantité de tourbe, la cendre obtenue est introduite dans une éprouvette remplie de la rosée distillée et du métal en poudre, ici de l'étain. Ces tubes sont ensuite placés dans un four. Après quelques heures de cuisson, ces tubes sont vidés, filtrés sous vide. Et là, nous obtenons l'élixir
Après quelques semaines de décantation, les préparations sont utilisables immédiatement. L'étain, traditionnellement, est en correspondance avec les voies biliaires. Et cette préparation en particulier a aussi des vertus concernant des possibilités d'éradiquer certaines bactéries, comme le staphylocoque doré, par exemple. Voici une autre préparation à base d'argent, l'argentum, qui lui va être destiné à traiter les pathologies liées au cerveau, au système nerveux. Le travail spagyrique est terminé. C'est la fin du premier œuvre, voie humide. Et cette terre, contenue dans ces taux noirs, on la retrouve ici, partiellement évaporée. C'est la terre alchimique. Cette terre alchimique, c'est la matière première des alchimistes dans cette voie des tourbes. Et cette terre alchimique va permettre de donner naissance aux deux principes de l'œuvre, c'est-à-dire le soufre et le mercure philosophique, qui sont les deux agents principaux qui contribuent à l'élaboration de la pierre philosophale. Le travail de la spagyrie est très varié. Jean-Luc Steinmann, installé dans la région de Chambéry, s'est orienté dans les quintessences métalliques et animales. Basile Valentin au XVe et Paracelse au siècle suivant pratiquaient cette médecine naturelle qu'est la spagyrie. Ils auraient très largement contribué en leur temps à enrayer de nombreux fléaux, comme la peste, des maladies nerveuses, l'épilepsie. Paracelse guérissait par les semblables, c'est vraiment l'ancêtre de l'homéopathie. Je fabrique un vinaigre d'antimoine, c'est un vin aigre, parce que pour les anciens, tout ce qui était acide était appelé aussi des vinaigres. Mais ce n'est pas un vinaigre au sens vinaigre de vin, ce n'est pas un acétate. Il sert à extraire des teintures métalliques. Et mon utilisation va être pour dissoudre de l'or, pour faire une huile d'or. Et là, il y en a encore pour 3 semaines environ, puisqu'il faut 1 mois. Et ce vin a la particularité d'être non toxique. Déjà, au point de vue thérapeutique, c'est important. Il n'est pas corrosif et il est non toxique. C'est un reconstituant général. La quintessence de miel, quand elle sera finie, ça c'est, par contre, le miel, c'est déjà un produit merveilleux, puisque déjà fermenté dans le ventre des abeilles, c'est réellement un produit alchimique au sens vrai du terme. Il y a une puissance vitale énorme sur le miel. La nature, pour les alchimistes, en fait, c'est le temple du divin. Là où tout a tout commencé, là où tout finira. Selon les alchimistes, le divin aurait mis dans la nature tout ce dont l'homme a besoin pour se soigner. Les thérapies alchimiques ne sont pas seulement les pharmacopées obtenues par la spagyrie, mais aussi l'utilisation de certaines plantes dont ils interprètent les formes ou particularités comme des signes aptes à divers traitements. Paracelse met l'accent sur l'une d'entre elles pour qui va sa prévalence finalement, qui est en fait ce qu'elle appelle le don du ciel, donum celi, la chélidoine. La chélidoine qui intervient dans bon nombre de ces préparations végétales. Et cette chélidoine, lorsqu'on la casse, on voit que sa tige contient un suc jaune verdâtre, tout à fait de la coloration de la bile. Or, cette chélidoine, évidemment, par cette coloration de son suc, présente des analogies tout à fait particulières avec la bile. Et donc c'est un hépatobiliaire tout à fait remarquable. Cette plante est solaire, donc la signature est évidente, et c'est aussi donc l'herbe à verrues, qu'elle a pour propriété de soigner les verrues, et en même temps, il l'appelle la grande éclair. La nature, évidemment, est toujours exaltée par Paracelse, puisque, en fait, il nous dit qu'il est une lumière qui, lui, beaucoup plus que la lumière du soleil, c'est la lumière de la nature. Et c'est d'ailleurs dans cette lumière de la nature que les choses invisibles deviennent visibles. Il est alors possible pour l'alchimiste véritablement initié de percer, de percevoir, en fait, réellement
par une sorte de clairvoyance les mécanismes de la nature dans la lumière même de la nature. Patrick Rivière, installé dans la région de Limoges, travaille l'alchimie à la fois par la voie humide et par la voie sèche. De tout temps, les alchimistes ont partagé, en plus de leur osmose avec la nature, une spiritualité qui est indissociable de leur art. Elle peut cependant varier sur le fond et l'expression d'un individu à l'autre. La nature a une âme omniprésente. Elle imprègne les humains sans que les humains s'en rendent compte. C'est quelque part la conscience naturelle ou la conscience spirituelle ou la conscience du sacré en fait. L'alchimiste a une religion effectivement, mais la religion dans le sens de relation, de liaison entre la nature qui est le cosmos, qui est la Terre, qui est tout ce qui existe dans l'univers, et lui-même. Cette relation privilégiée, c'est une relation qui a un lien avec la spiritualité, mais pas une religion déclarée. C'est-à-dire qu'un alchimiste peut être chrétien, bouddhiste, musulman, mais il faut absolument qu'il soit pourvu de cette conscience spirituelle qui unifie toutes les religions. L'alchimiste croit en une entité centrale, un point duquel tout est arrivé, et ce point central qui est bien sûr indéfinissable, incompréhensible pour l'homme, ce point on peut effectivement l'assimiler à Dieu. Et je pense que Dieu c'est l'énergie avec une majuscule. Et c'est de cette énergie que découlent toutes les autres et que découlent toutes les manifestations visibles et invisibles. Les énergies sont le véritable moteur de toutes les transformations. Pour la plupart des alchimistes, l'esprit de chaque être vivant posséderait une partie de cette énergie universelle. En réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre esprit et matière. Même les scientifiques aujourd'hui savent très bien que la matière, c'est de l'esprit condensé. C'est de l'énergie condensée. Pour les alchimistes, Dieu existe forcément. On peut l'appeler la force de vie. On peut l'appeler l'esprit universel. Mais il existe forcément. Mais il n'est pas forcément extérieur à nous. C'est-à-dire qu'on est peut-être tous des dieux, mais on l'a oublié. On est descendu tellement bas dans la matière, après la chute, qu'en fin de compte, on l'a oublié. Mais en remontant petit à petit, un jour, on s'en souviendra. Certaines personnes s'en souviennent déjà, fort heureusement, ils ont tracé le chemin. Jésus, Bouddha, Akhenaton avant lui. Heureusement, ils ont tracé le chemin et ça aide les autres, puisqu'en fin de compte, dans l'univers, le monde entier est relié, même si on ne le sait pas. Toutes les pensées sont reliées. C'est pour ça que tout interagit sur tout. Pour un alchimiste, tout retentit sur tout. Tous les gens qui s'intéressent de près à l'alchimie, ils ont été attirés par l'alchimie comme du fer par un aimant. Je pense que c'est des gens qui ont connu l'alchimie dans une autre vie. Il est vrai aussi que beaucoup d'alchimistes sont réincarnationnistes. Et pour moi, c'est pas un concept, c'est pas une croyance, c'est une connaissance. La connaissance, elle est directe et intuitive. C'est quelque chose que vous avez vécu et qui est inscrite dans vos cellules. La connaissance, elle est effective. Pour leur travail de laboratoire, les alchimistes ont besoin de se rattacher à une spiritualité, quelle que soit leur religion ou leur croyance. Pour pouvoir s'isoler dans une ambiance de méditation, certains vont jusqu'à posséder un oratoire. Dans toutes les religions, y compris le catholicisme, on retrouverait, d'après les alchimistes, toute une symbolique appartenant à leur science. Patrick Rivière la déchiffre en l'interprétant. L'alchimie se trouve un peu au cœur des religions. D'ailleurs, la transsubstantiation, c'est un mot qui est très proche de transmutation.
toute la partie interne de la messe est en fait la réalisation du grand œuvre. Pour un alchimiste, bien sûr. Alors dans ce calvaire, il y a l'écriteau où il est indiqué « Inri, Jésus Nazaréen, roi des Juifs », mais l'alchimiste y voit autre chose. « Igne natura renovatur integra », la nature est entièrement renouvelée par le feu, et aussi, plus précisément encore, « Ignis nitrium roris invenitur », par le feu se découvre le nitre et la rosée. Nitre et rosée sont essentiels dans l'élaboration du grand œuvre. Les alchimistes s'expriment volontairement dans un langage hermétique par symboles et allégories. Ils les utilisent pour déclencher chez les hommes réceptifs une réflexion qui les aidera à la compréhension de leur message. En alchimie, les animaux sont porteurs de symboles. En fait, les animaux suggèrent ces matières, comme l'âne, comme l'ours, comme le sanglier, qui également désignent les matières alchimiques. Cette catégorie d'âne, d'ailleurs, porte en fait la croix sur le dos. Et cette croix, en fait, c'est un petit peu l'image de l'âne Timon des fables hermétiques, c'est-à-dire l'antimoine des sages. Il y a des animaux, en fait, tout à fait merveilleux, en réalité, qui appartiennent au bestiaire merveilleux. Alors la licorne, en fait, ce qui est intéressant, c'est évidemment son unicorne, son unique corne phallique et lumineuse, puisque la licorne vient de liquer, qui désigne en fait la lumière. C'est louquer la lumière, l'aube naissante. Donc c'est notre esprit, c'est l'esprit alchimique. Et notre matière, telle qu'elle est blanche et réalisée et pure, obtenue à la fin du premier œuvre. Il y a aussi une symbolique dans les couleurs de la nature. Par exemple, le spectre de l'arc-en-ciel déclinerait les différentes teintes que prennent les matières dans les étapes qui conduisent au grand œuvre. Des symboles, une partie de la spiritualité et de la philosophie des alchimistes auraient été récupérés par des confréries telles que les francs-maçons et les rosicruciens. Ces derniers auraient poussé jusqu'à la pratique en laboratoire. Les francs-maçons se seraient arrêtés bien avant. Les francs-maçons ont occulté la partie laboratoire en quelque sorte, je veux dire la partie technique, pour privilégier le travail de l'esprit, de l'intellect, mais en s'appuyant sur des symboles qui sont essentiellement alchimiques. Les francs-maçons n'ont aucun autre symbole que ceux d'origine alchimique. Comme tout symbole, c'est un support qui permet une réflexion attentive, intéressante et nourrissante, mais qui, à mon avis, reste incomplète pour que justement le travail de modification de l'être humain soit complet. Les symboles rosicruciens des XVIIe siècle sont véritablement porteurs du message alchimique. Tous ces symboles sont à connotation alchimique, et je dirais même uniquement alchimique. Ainsi, par exemple, on trouve le macrocosme, ici représenté donc par cette étoile à 6 branches, évidemment, qui est en fait l'image même des relations entre le macrocosme, donc l'univers, et le microcosme, l'étoile à 5 branches, à l'échelle de l'homme. Et on retrouve les symboles alchimiques, à savoir le mercure, le soufre, et évidemment le sel, qui en même temps est le globe crucifère, puisque la première matière qui donnera naissance à la pierre philosophale. Autre symbole emblématique, la coquille Saint-Jacques. Saint Jacques de Compostelle est le patron des alchimistes. Il est porteur de la coquille. Cette coquille, c'est la représentation de l'influx céleste, c'est-à-dire de l'esprit universel ou de l'Esprit Saint. Et le chemin de Compostelle, c'est à la fois un cheminement initiatique d'une personne qui va faire son grand œuvre en suivant différentes étapes qui ont été très bien choisies sur des parcours en France ou en Europe. Et puis, c'est aussi le rappel que Compostelle, c'est aussi un compost. Et donc, ce qui se passe dans le périple qui mène à Compostelle, c'est exactement le travail que réalise un alchimiste dans son laboratoire. Toutes les différentes étapes scandent en quelque sorte les différentes étapes du laboratoire alchimique. Il va y avoir la découverte du chemin, la purification au fur et à mesure de la démarche, la réflexion du marcheur. L'alchimiste fait la même chose avec sa matière et on arrive, la direction c'est quoi? C'est le lieu saint dont l'équivalent est le laboratoire de l'alchimiste.
Les pèlerins qui ont décidé de parcourir les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sont loin d'être tous des mystiques. Pour la plupart, ce sont des hommes ou des femmes qui ont besoin de trouver une autre dimension à leur vie. Au terme du voyage, ils auraient souvent obtenu la clé, le parcours ayant transmuté leur être. Interpellation initiatique aussi, et pas seulement pour des pèlerins, les symboles gravés dans la pierre. L'alchimie est au cœur des préoccupations du Moyen-Âge. Et quand Victor Hugo nous dira « Au Moyen-Âge, le genre humain n'a rien connu d'important qu'il ne l'ait écrit en pierre », alors on rentre vraiment dans le mystère des cathédrales, le mystère des cathédrales et le mystère que les compagnons nous ont laissé au fil du temps dans les édifices religieux ou même parfois dans des maisons plus ou moins profanes. Je pense par exemple à l'hôtel L'Allemand à Bourges, ou je pense aussi au palais Jacques-Cœur et au manoir de la Salamandre qui fut détruit pendant la guerre, et à bien d'autres demeures philosophales. Dans le Tarn-et-Garonne, l'abbaye Saint-Pierre de Moissac se caractérise par l'un des plus beaux ensembles architecturaux français. Ces extraordinaires sculptures romanes sont un exemple des messages écrits dans la pierre. Elles se situent sur un itinéraire des chemins de Saint-Jacques. C'est le geste qu'effectue chaque compagnon avant de continuer son périple jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Alors il y a le symbole du qui grec, ou du X, qui désigne parfaitement en fait le rayonnement de la lumière. Et ces lions enchevêtrés peuvent être interprétés suivant l'hermétisme alchimique comme étant effectivement le lion vert et le lion rouge. Au-dessus de nous, ce tympan, où sont représentés les 24 vieillards de l'Apocalypse avec des instruments de musique et tenant pour la plupart une coupe. Une coupe qui évidemment est le calice qui désigne bien sûr le Graal, bien évidemment, mais aussi bien sûr en fait le creuset des alchimistes. Un des chapiteaux du cloître de l'abbaye représente un animal, symbolique et allégorique de l'alchimie. Sur ce chapiteau, on peut voir nettement le dragon des philosophes qui désigne en fait la première matière du grand œuvre alchimique. Ce dragon ou basilic est représenté avec des écailles qui suggèrent en fait la prima materia, c'est-à-dire en fait le sulfure minéral grossier et noir qui sort de la mine. Un courant de pensée, le surréalisme, aurait été imprégné par les symboles et l'esprit de l'alchimie. Les surréalistes ont été absolument inspirés par l'alchimie. D'ailleurs, le chef de file du mouvement surréaliste, André Breton, n'hésitera pas à dire que chercher la pierre philosophale, c'est en fait le meilleur moyen d'entamer la revanche éclatante sur le rationalisme. Et André Breton donc ajoutera qu'il cherche lui-même l'or du temps, c'est-à-dire en fait cette espèce de quintessence d'un temps intemporel, si je puis dire. Les allégories alchimiques auraient inspiré des auteurs célèbres. C'est vrai pour le Chaboté, c'est encore plus vrai, pourrait-on dire, dans d'autres contes de Perrault, les contes de Mamerlois. Je pense notamment à Peau d'âne, évidemment, puisque le littérateur lui-même, c'est-à-dire en fait Perrault, n'hésite pas à écrire « Si Peau d'âne m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême ». C'est-à-dire si ce conte oral qu'il a retranscrit par écrit lui était expliqué, explicité infiniment, il y prendrait un plaisir extrême parce qu'il saurait à ce moment-là comment cet âne donne des pièces d'or dans sa litière tous les matins. Voilà. Donc il est évident que Peau d'âne, par exemple, est un conte hermétique par définition, c'est-à-dire qu'il cache la réalité des opérations alchimiques. Les recherches des alchimistes ne se seraient pas arrêtées au creuset et aux éprouvettes. Ils prétendent qu'un des leurs aurait découvert le nombre d'or ou les divines proportions. On le retrouve partout, dans l'architecture des pyramides à celle des théâtres romains, la peinture là aussi utilisée avec Léonard de Vinci, la littérature avec en exemple la Divine Comédie de Dante. Le nombre d'or est un mystère pour tendre vers la perfection.
Ce nombre d'or, il a été déterminé à travers le corps humain et à travers les proportions du corps humain. Donc c'est une composition de différentes mesures qui ont été prises sur le bras et la main. Et les rapports successifs de la distance, par exemple, entre le petit doigt et le pouce, entre le petit doigt et le début du poignet, la longueur de l'avant-bras, représentait une certaine longueur, c'est-à-dire une suite de rapports, des racines carrées, des racines cinquièmes, et on obtient un chiffre qui est 1,61 et puis des poussières. À travers les âges, la transmission du savoir et des pratiques fut à la fois livresque et orale. Certains alchimistes prétendent aussi recevoir des informations d'un autre monde par l'intermédiaire de médiums. L'onirisme serait en revanche une constante. Il se traduirait par des rêves allégoriques, interprétés par les alchimistes comme des indications à suivre pour leur progression vers le grand œuvre. Ces rêves font partie de leur intimité et ils évitent d'en dévoiler les détails. Ce rêve, croyez-le, contenait bon nombre d'archétypes symboliques alchimiques d'une puissance qui ne pouvait laisser place à aucun doute à mon réveil. Et c'est vrai que là, je suis rentré dans une dimension alchimique que je ne soupçonnais pas la veille. Et les questions concernant l'alchimie semblaient s'éclairer peu à peu avec une facilité qui m'étonnait. Les grands alchimistes français qui ont marqué notre époque contemporaine sont Armand Barbeau, qui eut pour élève Patrice Partamian, Fulcanelli, qui enseigna à Eugène Cancelier, lui-même maître de Patrick Rivière. Tous les alchimistes ont eu ou ont pour but d'arriver à la pierre philosophale qui permettrait l'obtention de l'élixir de longue vie et la transmutation des métaux vils en or. Réalité ou légende, cette interrogation a traversé les siècles. Témoignage exceptionnel et sans doute première mondiale, nos alchimistes vont présenter devant notre caméra tout le processus jusqu'à la concrétisation. Cette mise en œuvre et le résultat obtenu, interpellant, engagent uniquement leurs auteurs sur l'authenticité des faits. La voie sèche comporte 3 étapes. La première, appelée première œuvre, commence par l'incontournable cueillette de la rosée, comme dans la voie humide. Paracelse avait une excellente définition. Il disait qu'elle était issue de l'exsudation des astres, la transpiration des étoiles. Et Virgile, quant à lui, disait la lune, verseuse de rosée. Donc à la pleine lune, la rosée est beaucoup plus importante et féconde. Voilà la toute première opération que subit notre matière ou notre dragon des philosophes. C'est une opération un peu particulière qui porte le nom d'assation, où la matière cuit dans son jus et est aidée évidemment par la rosée. Alors, elle va changer de couleur et elle va se préparer en quelque sorte au grand œuvre. Ensuite, donc elle va être exposée à la lumière de la lune et des étoiles et elle entrera dans le grand œuvre sous forme de prima materia préparée. La rosée est aussi distillée afin d'obtenir un premier sel qui sera ensuite exposé dans un four solaire. Nous assistons ici à la confortation du précieux premier sel issu de la rosée. C'est ici la preuve manifeste que le grand œuvre alchimique est d'essence solaire. Le soleil est le père de la pierre. Le premier sel obtenu est de couleur blanche. Le deuxième de couleur ocre est le résultat d'une autre cristallisation, toujours à base de rosée. Donc les 2 sels constituent tous deux le feu secret des adeptes, pour permettre d'ouvrir leur matière et de pénétrer au cœur du grand œuvre. On voit donc ce dragon qui est pulvérisé dans le mortier. Et pour attaquer ce dragon, il va falloir, dans le feu, y adjoindre la lance du chevalier, qui elle-même est réduite en poudre.
et y adjoindre l'élément spirituel, c'est-à-dire les 2 sels. Le premier sel, dans la proportion du 15e du tout, c'est-à-dire du dragon et du chevalier armé de sa lance, et le second sel, c'est-à-dire la moitié, cette fois-ci, du tout. On parfait le mélange. Le creuset, préalablement chauffé au rouge, va désormais accueillir les matières en son sein, par fractions successives. Des heures s'écoulent avant la fin de la première purification. Et maintenant, nous allons opérer la liquation pour séparer le mercure blanc du caput mortuum, de la tête de corbeau. Voilà le premier mercure, séparé de la tête morte, le caput mortuum. On va purifier maintenant ce mercure en lui adjoignant les 2 sels. On va obtenir un mercure qui sera purifié, plus noble, plus beau. Et là, on a déjà la première apparition du miroir de l'art. Notre mercure s'est bien purifié. À la fin de la deuxième purification, nos alchimistes obtiennent l'émeraude des philosophes ou vitriol. Nous obtenons notre vitriol à la place du caput mortuum. Et cette substance est vivante et c'est également le lion vert. À la troisième purification, qui clôture le premier œuvre, c'est enfin l'obtention de l'étoile de Compostelle, ou étoile des philosophes. Voici l'étoile de Compostelle, l'étoile du compost. La Vierge noire s'est transformée en Vierge blanche. C'est l'aube naissante, la lumière, la licorne. Pour le deuxième œuvre, nos alchimistes calcinent les scories ou capoutes du premier œuvre, auxquelles ils ajoutent l'émeraude, puis l'étoile. En fondant, l'étoile génère l'eau mercurielle. Celle-ci, en imprégnant l'ensemble de la matière obtenue, donnera, après 7 à 9 sublimations, le rubis, qui sera le germe de la pierre philosophale. Cette phase prendra plusieurs jours. Nous sommes en train d'extraire le germe de la pierre philosophale, autrement appelé le rubis, la chose double, ou la rémore, ou encore le rémora. Voilà les composés salins pour former la coque du troisième œuvre. Le troisième œuvre, ou la grande coction, commence par la confection de l'œuf philosophal. La coque, en partie confectionnée, le rubis, sera positionnée à un emplacement très précis, tenu secret par nos alchimistes. Je vais combler la coque, partie supérieure. Voilà, la coque est terminée et elle va maintenant maturer
au feu de roue, comme disaient les anciens alchimistes. Nous entreprenons la grande coction. Nous aménageons donc l'œuf philosophal dans son nid. Le feu de roue de la grande coction se poursuit. Nous testons ici la température qui a dépassé très largement les 400 degrés Celsius. Alors nous arrivons à la température de 525, 530 degrés Celsius, qui est la température de fin de coction. La coction étant terminée, j'extrais le creuset du four, de la tanore. La grande coction est le processus d'élaboration de la pierre philosophale qui permettrait dans un premier temps d'obtenir l'or potable, médicament universel ou encore élixir de longue vie. Cet élixir est obtenu par dilution de fragments de la pierre rouge. La pierre a transmis sa teinture au monstrum utilisé ici, c'est-à-dire en fait de l'alcool pur. D'après les alchimistes, l'absorption de cet élixir par un être humain aurait pour effet tout un enchaînement de métamorphoses. Cet homme, sous l'effet de l'élixir de longue vie, connaît des transformations, notamment des sueurs abondantes, c'est toujours le signe de purification. D'autres transformations interviennent. Généralement, les cheveux tombent, les ongles aussi, parfois même les dents. Mais l'espoir est en train de renaître chez lui, parce que depuis sa bouche sort un phylactère, et le phylactère explique que quelque chose de sacré est en train de se dérouler. Et puis, quelques semaines plus tard, une fois que la grande purge a fait son effet, les choses reprennent leur état normal. Nous voyons le résultat de la métamorphose. On voit le même vieil homme rajeuni. Les bras sont des bras apaisés, et puis au-dessus, on voit la présence d'un ange, c'est-à-dire qu'on a quitté la terre pour rejoindre le ciel. L'artiste nous montre que l'adepte va rejoindre l'autre réalité, c'est-à-dire ce monde invisible, le monde de ses origines, c'est-à-dire le monde de la source primitive qui a donné naissance à toute la vie du cosmos et à toute la vie en général. Lorsque par le moyen de l'élixir, les alchimistes parlent de l'obtention de la vie éternelle, celle-ci ne serait pas terrestre, mais dans une autre dimension, un autre monde, avec parfois de simples apparitions parmi les humains. La véritable question peut se poser, y a-t-il corps physique, maintenance du corps physique ou corps de gloire? Puisque toutes les traditions religieuses y font allusion. C'est l'or et glorieux, comme l'envisage saint Paul, c'est-à-dire en fait le corps glorieux de l'être. Voilà. On pourrait parler donc d'une sorte de, non seulement de transfiguration, mais peut-être de résurrection, donc, dans un corps subtil. Voilà jusqu'où nous engage l'alchimie. Donc l'alchimie est beaucoup plus même qu'une philosophie, c'est une réelle mystique. L'obtention de l'élixir serait, pour les vrais alchimistes, le réel objectif de leur recherche. Outre l'extraordinaire faculté de transmuter l'être, il aurait pour eux la capacité de prolonger la vie en régénérant les cellules et en soignant la quasi-totalité des maladies. Un échantillon a été soumis à des chimistes pour des analyses. Nous avons pratiqué en 2 temps une première analyse directe des composés volatiles organiques et une analyse indirecte par une technique un peu particulière qui permet sélectivement d'analyser tout ce qui peut être évaporé. Donc la première partie consistait à séparer les constituants du mélange. Donc nous avons d'abord vérifié qu'il y avait bien de l'éthanol. Nous avons retrouvé cet alcool. Nous avons ensuite regardé ce qu'il pouvait y avoir d'autre comme composés organiques. Et à vrai dire, nous n'avons pas trouvé grand-chose.
nous avons effectué une évaporation de tout ce qui était organique, donc notamment le solvant, et nous avons obtenu cette poudre orangée que nous avons tenté d'analyser par diffraction de rayons X. Et donc nous avons obtenu une réponse qui correspondait assez bien avec ce que nous avions dans la base de données. Et il s'agirait d'érythrosidérite, donc un composé à base de fer. À partir de l'énoncé des composants trouvés dans l'analyse, dont une liste exhaustive est scientifiquement très difficile, voire impossible à établir, un docteur en pharmacie et toxicologue s'exprime sur le potentiel thérapeutique de l'élixir. Je reste vraiment très sceptique de l'efficacité thérapeutique de cet élixir. D'un point de vue analytique, ce qui a été déduit, c'était plus des éléments minéraux et aucun principe actif médicamenteux. Si une efficacité thérapeutique existe, on peut plus l'attribuer à l'effet placebo plutôt qu'à l'effet réel d'un médicament. Alors ce produit ne semble pas être nocif, mais il présente de nombreux éléments minéraux qui, lorsqu'ils sont administrés en forte concentration, peuvent entraîner différents troubles. Les nombreux éléments minéraux qui ont été décelés dans l'analyse, comme l'antimoine, le fer et le cuivre, ne sont pas pris en compte dans la médecine officielle, hormis en homéopathie. Scientifiques et alchimistes n'ont pas la même approche des principes actifs des plantes et des minéraux. Seules des expériences cliniques pourraient trancher la controverse. Pour ceux qui se prétendent de vrais alchimistes, la transmutation ne serait en fait que le moyen de tester les réelles capacités de la pierre obtenue. Pour augmenter sa puissance à transmuter en argent ou en or, la pierre philosophale devrait subir au moins 3 multiplications, c'est-à-dire 3 nouvelles coctions, avec à chacune un rajout de germes. Nous sortons l'œuf philosophal et le phénix, la pierre, doit apparaître. Nous allons la fragmenter maintenant. On voit qu'en fait, il s'agit d'une teinture en masse. Environ 1 gramme de poudre de projection extraite de la pierre est enveloppée dans de la cire de bougie. Elle sera par la suite introduite dans un creuset contenant environ 120 grammes de mercure. Poudre et mercure ont été analysés. Ils ne contenaient aucune trace d'or. Le mercure doit être échauffé pendant plusieurs dizaines de minutes. Le mercure ayant atteint sa température d'ébullition et commençant à vaporiser, la boulette de cire contenant la poudre de la pierre est projetée dans le creuset pour que s'opère l'éventuelle transmutation d'une partie de ce métal vil. La matière étant actuellement en parfaite fusion, la transmutation est en train de s'opérer et nous n'allons pas tarder à opérer la coulée. Un alchimiste du XVe siècle, Nicolas Gros-Parmy, a écrit « La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. » La transmutation s'étant parfaitement effectuée, nous opérons la coulée. L'or se manifeste. Le morceau de métal doré de 8 grammes d'œufs tombé du creuset est-il bien de l'or, comme le prétendent les alchimistes?
Cet échantillon a été soumis aux scientifiques du pôle technologique Casimir de Bière pour des analyses et investigations à propos de son origine. Cet échantillon métallique est un échantillon d'or, majoritairement constitué d'or, à raison de 80%, également 11% de cuivre et 9% d'argent. Donc c'est un échantillon qui est titré à 20 carats. Nous avons procédé dans un premier temps à un examen visuel de cet échantillon, suivi d'un examen par micrographie optique, avec des grossissements pouvant aller jusqu'à 1000. Donc l'examen au microscope optique nous a permis de révéler la structure de ce matériau, qui est une structure relativement compacte, et présente une structure dendritique, c'est-à-dire une structure brute de solidification. Cet échantillon est donc bien issu d'un processus de fusion. Et ensuite, nous avons procédé à une analyse pour déterminer sa composition sur un spectromètre à fluorescence X. Vu les résultats qu'on a obtenus, s'il y a une teneur importante en or sur l'échantillon que nous avons analysé, c'est que cette teneur en or était présente au départ du procédé. Transformer des métaux vils en or est une expérience qui n'a pas de preuve à ce jour formelle. Avec les diverses analyses pratiquées au cours des travaux des alchimistes, les résultats obtenus peuvent paraître interpellants. Leur spiritualité et mysticisme peuvent être sujets à interrogation. À chacun d'interpréter avec son libre arbitre. Transmutation possible et réelle pour ceux qui l'auraient réalisée, impossible et fausse pour d'autres. Où est la réalité? La connaîtrons-nous un jour? Comme tous les autres mythes, contes ou légendes, l'alchimie ancrée dans les mystères de la nature et du cosmos ouvre la porte des rêves. Est-il bien utile de la refermer en la démystifiant d'une manière ou d'une autre? Les rêves ne sont-ils pas indispensables aux hommes pour parfois simplement survivre? Avec sa sagesse, Gandhi a su exprimer toute une réflexion dans une simple citation. La vie doit être un mystère à vivre et non un problème à résoudre.